Bonjour tout le monde, je vous invite à venir sur le plateau télé pour parler du bloc du futur et l'imagerie que nous, chirurgiens, nous rêvons et que l'on va voir si nos partenaires industriels et ingénieurs ont dans leur petite tête pour nous aider. Pour modérer cette séance, donc Denis Collet, Éric Vibert ne va pas tarder. L'idée, c'est que ce soit aussi très interactif, donc n'hésitez pas à poser des questions, à interrompre. C'est pas une conférence plénière, hein. L'idée, c'est de faire le tour sur l'image au bloc opératoire dans les années à venir, ce qu'il y a déjà en place, ce que l'on peut déjà utiliser, ce qu'il y a le proche avenir, et puis peut-être un petit peu plus le futur. Donc on va parler caméra, écran, 3D, 4D, nouveau mode d'imagerie, fluorescence, on en parle partout. Qu'est-ce que c'est la fluorescence? Et puis après, aller un cran au-dessus, fusion d'images, réalité augmentée, on voit des choses parfois, les casques HoloLens. Hier, il y avait la startup Visible Passion où on parlait déjà un peu de tout ça. Voilà, donc c'est d'essayer de faire un point en 30 minutes sur tout ça. Je laisse la parole à Denis Collet pour nous présenter les invités, puis lancer tout de suite le débat. Alors, les invités représentés par M. Bertolino et puis M. Godard qui représente la société Wolf, qui produit donc du matériel optique et des solutions techniques aussi de transfert d'images, et également les systèmes d'ITG, l'imagerie par fluorescence qui permet d'évaluer la vascularisation des extrémités digestives, et puis la start-up. Vous êtes encore start-up ou pas? Comment... Ah, c'est bon, c'est bon. Non, en fait, je pense qu'on n'est plus en start-up. Aujourd'hui, la société est capitalisée à 5 millions. Voilà. Et on n'a pas encore levé d'argent. Donc, ça veut dire qu'on est indépendant. Souvent, les partenaires nous demandent, mais est-ce que vous allez vous faire racheter, comme beaucoup de start-up françaises? Et en fait, comme je viens des États-Unis, on fait le chemin inverse. Donc, on n'est pas à vendre. Voilà. Bon. Donc, alors, Vas-y. Non, la question, on va commencer par les premiers steps. Vous avez quelques diapos, je crois, ou... Alors, je pense que c'était l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui on entend beaucoup de choses, 4K, la 3D, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux déjà avoir demain pour améliorer ma vision au bloc là? Alors bonjour à tous, merci de votre invitation. Alors ce qu'on a essayé de faire, c'est d'être assez rapide et de splitter cette présentation en deux, parler peut-être de ce qui est disponible aujourd'hui, et puis essayer de montrer ce vers quoi on va, et enfin, ce que je pense qui est dans les tuyaux de la société en tous les cas, et de ce qu'on aurait envie de faire. Donc partie 1, les outils disponibles au bloc aujourd'hui, partie 2, les outils au bloc opératoire de demain. Donc, la première chose, je vais passer la parole à mon collègue Nicolas. Je pense que le standard aujourd'hui, c'est la discussion, c'est 3D, 4K, 2D, quid. Donc là, on ouvre le débat. Qui est en 2D normal? Qui est en 3D? Et qui est équipé en 4K? Ah, bon. Bon, donc on est encore dans des blocs opératoires classiques 2D, à la préhistoire. Donc, Alors je dirais pas que c'est la préhistoire, mais en tout cas, effectivement, aujourd'hui, 80% des blocs sont équipés de 2D Full HD, ce qui apporte déjà une très belle image. Mais aujourd'hui, sur la partie 4K et 3D, on pourrait avoir vraiment une amélioration significative de l'image via la 4K et une amélioration significative du geste via la 3D. Parce que pour ça, je différencie vraiment les deux, où la 4K, vous allez vraiment améliorer la vision, et la 3D, le geste. Aujourd'hui, on n'a pas de possibilité d'avoir les deux, ou en tout cas, on commence à prévoir en fait les 3D 4K avec visibilité de 4K. Le seul souci de la 4K qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand on ne l'utilise pas de manière optimale, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas à distance optimale au niveau de l'écran. Et l'écran est toujours trop loin par rapport à une utilisation optimale. Donc on va avoir une meilleure image, mais pas optimisée par rapport à ce qu'on pourrait réellement faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vous donner un exemple,
l'écran 32 pouces qui est l'écran standard, il faudrait l'utiliser à moins de 1 mètre. Aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup de monde qui utilise cet écran à moins de 1 mètre pour que la 4K apporte vraiment la plénitude de la définition qu'il pourrait apporter. A contrario, la 3D, comme on l'utilise à bonne distance, avec des 3D stéréoscopiques naturels, on va vraiment avoir une amélioration de l'image avec une contrainte visuelle qui n'en est pas vraiment une. Tout dépend quel 3D vous utilisez. Et on va vraiment pouvoir avoir cette amélioration vraiment du geste, un gain de temps et un gain de sécurité patient. Donc ensuite, on parle d'outils numériques. Alors nous, chez nous, on a un système qui s'appelle le SIM, que Nicolas va expliquer rapidement. Alors le SIM, c'est, j'ai envie de dire simplement une modification électronique des couleurs de l'image pour mettre en exergue certaines structures, type vascularisation, type zone d'ombre. On n'est pas encore sur la fluorescence, comme on pourrait le croire sur la dernière photo, mais déjà on s'y approche sans utiliser l'autofluorescence, ou en tout cas la fluorescence. Ça va vraiment être des algorithmes de couleurs, de correction en fait, d'images de couleurs. Sans injection de produits de contraste. Sans injection de produits de contraste, tout à fait. Uniquement un traitement de l'image. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour évaluer la fiabilité de la vascularisation comme ça décrite par ces images? Non, aujourd'hui on est vraiment au début en fait, de ces études. Il n'y a pas d'algorithmes qui ont été étudiés précisément en fait. Voilà, ensuite, après avoir parlé d'outils numériques, en fait, nous, on a embarqué directement parce qu'on s'est dit qu'il fallait essayer d'innover de façon organisationnelle. Et donc, on parle de fusion d'images, on a appelé ça fusion ready, c'est-à-dire qu'en fait, nous, dans nos processeurs, on embarque directement une entrée PIP qui nous permet, donc, outre d'enregistrer autres pour de la formation asynchrone, de rentrer n'importe quelle source externe. Là, on l'a matérialisé, on s'est servi d'un iPhone pour servir de caméra pendant une procédure de Célio. On peut imaginer pour les spécialités de l'AFC une sonde éco-hépatique qu'on pourrait avoir en simultané d'une Célio. Voilà, donc ça permet d'améliorer un petit peu les process et surtout l'innovation organisationnelle de l'image et d'avoir plusieurs images de façon très simple dans une routine au bloc opératoire. Alors, juste une question intermédiaire. Est-ce que ces outils sont compatibles les uns avec les autres? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir du matériel Wolf sur toute une chaîne de matériel Wolf pour pouvoir utiliser ce type de traitement d'image? Alors non, comme disait Stéphane, justement, on peut rentrer sur cette fonction PIP des sondes hépatiques non Wolf, parce que nous ne les fabriquons pas. Ça peut être une caméra extérieure, ça peut être un C-arm, ça peut être... Voilà, on peut imaginer tout type de matériel utilisable au bloc opératoire, mais que on va utiliser simplement la sortie vidéo et on va venir l'injecter directement dans le processeur. C'est pour ça qu'on a parlé de fusion ready, on va dire. Voilà. Ensuite, on arrive vraiment sur un sujet qui est vraiment très important, hein, qui est documenté aujourd'hui. Donc nous, on est en train d'affiner un produit qui va être un peu au-delà. Donc je laisse à Nicolas expliquer un peu tout ça. Alors oui, aujourd'hui, en fait, on n'a pas encore la solution finalisée de l'autofluorescence, de la fluorescence, mais on va avoir un système qui va être et autofluorescence et fluorescence avec injection d'image, justement avec l'ICG, mais aussi avec traitement via la lumière. Donc ça va vraiment être un module qui va être capable d'être multitâche, multi-utilisation, sur la base en fait de l'utilisation de l'infrarouge et du traitement via l'infrarouge. Donc au-delà simplement de l'analyse de la fluorescence, on va pouvoir aussi faire du traitement via de la lumière infrarouge. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces techniques? Est-ce que c'est uniquement l'évaluation de la qualité de la vascularisation? Est-ce qu'il y a d'autres domaines d'application, notamment la détection des ganglions, l'extension des curages, qui peuvent bénéficier de cette technologie? Alors en fait, là, vous allez plus vite que notre présentation. Bon, pardon. On y arrive au niveau de l'intelligence artificielle, justement, et de la détection automatique des ganglions, détection automatique, en fait, de la vascularisation. Et ça va être la deuxième phase de développement chez Wolf, parce qu'on a déjà la première phase qui est notre serveur interne Wolf, qui est capable de stocker et d'analyser des images. La deuxième étape, c'est de pouvoir le faire pair opératoire, directement via le processeur et notre serveur de données, et d'avoir directement cette détection automatique. Alors, juste une question sur la fluorescence. Aujourd'hui, elle est utilisée purement le côté visuel, la vue. C'est fluo, c'est pas fluo, mais en fait, on se rend compte qu'il y a une cinétique de la fluorescence.
Et quand vous attendez trop longtemps, même ce qui n'est pas bien vascularisé devient fluo. Ouais. Moi qui fais de la chirurgie hépatique, on laisse juste la partie segmentaire, on injecte, donc la partie exprès clampée n'est pas verte, mais quand vous attendez après avec les retours, et voilà, ça diffuse. Ouais. Donc je veux dire, est-ce que aussi une chose, c'est l'analyse de cette cinétique avec des algorithmes. Moi, je suis pas mais en disant. C'est là effectivement où on parle d'intelligence artificielle, de pouvoir, avec un système d'injection d'images, de pouvoir conserver cette fluorescence uniquement sur les zones intéressantes, c'est-à-dire au moment du pic de l'injection, au moment du pic de la fluorescence, et de pouvoir conserver derrière toute cette zone sans qu'il y ait cette diffusion, ou en tout cas que cette diffusion qui existe ne vienne pas gêner en fait le restant de l'opération. Je me permets d'insister lourdement sur Patrick. Est-ce qu'il est possible de calculer un index mesuré par ce système qui permet de dire c'est vascularisé, c'est pas vascularisé, et derrière ça il y a toujours l'arrière-pensée de mettre sur un compte-rendu opératoire. J'ai confirmé la qualité de la vascularisation à l'extrémité, j'ai fait mon anastomie dans de bonnes conditions, et donc je me prémunis un peu des éventuels reproches qui peuvent m'être faits pour le futur. Est-ce qu'il est possible de calculer un index objectif qui permette d'évaluer cela? Alors, pour l'instant, non. Simplement parce que pour l'instant, l'intelligence artificielle n'est pas encore en place vis-à-vis de cette analyse vraiment très fine de la fluorescence. Mais à terme, pourquoi pas? À terme, effectivement, de dire à tel moment, la vascularisation a été vraiment ou pas bien faite ou pas. Et ça, ce serait des calculs qui se font du coup en temps réel, quoi, parce que ça serait du temps réel, de l'analyse en temps réel. Il faut savoir que notre processeur est en connexion permanente sur les sites installés avec notre serveur qui, lui, peut récupérer les images radio et en fait faire une analyse de tout ça. Et cette technologie est accessible 3D, 4K, indépendante de la qualité de la caméra? Alors, c'est totalement indépendant de la qualité de la caméra, Wolf ou non Wolf, en fait. Et à terme, c'est justement de pouvoir avoir cette analyse-là sur l'ensemble, en fait, des données disponibles, en tout cas. Ok. On avance un peu, s'il y avait des choses... Voilà, donc... Est-ce que dans la salle, dans l'audience, il y a des questions, des remarques ou des attentes à exprimer? Non, vous les avez convaincus. Ouais, voilà, on a fait notre boulot. Voilà, effectivement, on a été plus loin que la fusion d'images et l'IA. C'est pour ça que tout à l'heure, Stéphane parlait avec l'entrée PIP de Fusion Ready. C'est que notre processeur de base est déjà capable, en fait, d'intégrer cette image. Après, il va falloir faire le regroupement de ces deux images. Et là, c'est l'étape d'après pour nous. Ça, c'est votre job à vous, ça, non? Voilà. Vous voulez intervenir un mot tout de suite ou Non, je vais... Après? Non, Voilà. non, mais juste dans le débat, en fait. Voilà, et pour terminer, je pense qu'on parlait des outils de demain. Donc, je crois qu'il y a un enjeu pour toutes les spécialités. Vous y êtes confrontés. Nous, on travaille aussi déjà en urologie, beaucoup avec vos confrères urologues. Donc, c'est peut-être de mettre toutes ces images et toute cette technologie au service de la télémédecine. Alors, c'est très grand, hein, la e-santé, etc. Donc nous, on a pris beaucoup d'avance là-dessus. Ce que je vous propose, c'est de partager un reportage de 5 minutes qui a été tourné au CHU de Rennes et qui montre en fait les usages entre un assistant en chirurgie assisté par un proctor, quoi, en fait, par un senior ou éventuellement une interne, des streamings de e-formation, tout ça dans un cadre très sécurisé. On n'a pas inventé les fonctions, mais par contre, c'est la façon de le faire. Donc je vais essayer de lancer le reportage. Dans les établissements de santé, de nouveaux usages se développent. Pour y répondre, les colonnes vidéo doivent passer un nouveau cap, celui de l'interconnectivité. Les informations doivent pouvoir circuler, c'est le cas notamment lors de cette intervention en urologie. Durant l'opération, avec Cornova de Richard Wolf, toutes les images sont enregistrées au fur et à mesure dans le PACS,
Une démarche simple, possible directement depuis le DPI avec le nom du patient. Tous les examens sont alors consultables et les possibilités vont bien au-delà. Ici, l'assistant est confronté à une interprétation délicate. Il va demander un avis à un chirurgien expérimenté situé dans un autre établissement du GHT. Sébastien, est-ce que tu m'entends? Ouais, ok, j'ai ton image. Très bien. Tu vas passer en fluorescence. Voilà, parfait. Je me posais la question de savoir, ici c'est vraiment, ça marque hyper bien et je voulais savoir est-ce qu'il faut que j'enlève tout ça ou pas? Bon, ça vraiment, ça a l'allure d'un faux positif de fluorescence, donc ne t'inquiète pas de ça. Tu finis ton geste de résection. Ça, c'est pas dangereux et tu n'as pas à le prélever. Ok, du coup, oui, on est à jour frisant, ouais, c'est vrai. Ok, ça marche. Merci Sébastien. Pour l'expert comme pour l'interne, cet échange d'images répond à de réels besoins. L'intérêt, c'est qu'on peut lui montrer les images en temps réel et de ne pas perdre de temps dans la prise en charge du patient parce qu'on va faire un geste qui va être idéal, qui va être par exemple complet. Et puis si vraiment on a des questions, on n'aura pas à y retourner si on doit faire un geste en une fois, autant le faire en une fois, c'est d'autant mieux pour le patient. Ça permet d'avoir l'avis d'un expert vraiment à distance, comme on peut l'avoir par exemple au CHU. Quand nous on est assistant, chef de clinique, au CHU parfois on demande l'avis de nos experts plus expérimentés qui viennent nous donner leur avis en salle. En périphérie, ce n'est pas forcément le cas et dans ces cas-là, cette technologie peut nous permettre d'avoir l'avis comme au CHU et de traiter les patients en périphérie comme au CHU. L'intérêt principal, c'est que jusqu'à présent, pour le compagnonnage chirurgical, qui est la base de la formation des nouveaux chirurgiens, jusqu'à présent, c'était aux chirurgiens de se déplacer pour aller voir quel était le problème. L'intérêt, c'est qu'avec le développement de techniques endoscopiques ou vidéo en général, avec la cystoscopie ou la robotique, il est beaucoup plus simple de transférer l'image. Alors jusqu'à présent, transférer l'image, justement, c'était pas simple. Et c'est l'apport de ces outils-là, c'est que transférer l'image devient extrêmement simple et donc consultable de partout, où qu'on soit au travail dans l'hôpital, et de donner un avis immédiat, sans s'interrompre. Bonjour monsieur. Même fluidité durant les consultations. À partir du nom du patient, les images sont envoyées directement dans le PACS et dans le dossier patient. En cas de doute, les internes peuvent se mettre en relation pour obtenir un avis. Dis-moi, est-ce que tu pourrais te connecter sur le dossier de monsieur? J'ai une image un petit peu particulière, je voudrais bien que tu y jettes un œil. Je me mets sur le dossier de ton patient. Donc tu as enregistré des photos, d'accord? Ok, tu les as transférées. Donc j'y ai accès, pas de souci. Et les voilà. Ok. Le spécialiste récupère les images dans le PACS et peut formuler son avis. Ok, ça marche. Merci de ton avis. Merci. On ne laisse pas le patient dans l'attente en lui disant « Écoutez monsieur, je reviens dans 10 minutes, 15 minutes, je vais demander un avis sans que le senior ne voit les images. » Là au moins le senior voit tout de suite les images et nous donne tout de suite son diagnostic. Et les échanges de savoir ne s'arrêtent pas là. La transmission se fait également vers les professionnels en formation. Bonjour à tous, bienvenue à cette e-formation sur l'énucléation endoscopique de prostate. Un geste très technique pour lequel les conseils prodigués par un expert s'avèrent particulièrement utiles. Le bon réflexe, si on est mis en difficulté, c'est de contourner l'obstacle et de reprendre un accès plus antérieur pour pouvoir accéder sur cette zone difficile avec une perspective différente. On est très sollicité pour des formations dans des centres qui essaient de développer des technologies innovantes. Déplacer tout le monde, c'est compliqué. Former les internes ou les assistants de toute la région, c'est pas simple non plus. Et jusqu'à présent, quand on voulait faire de la formation à distance, on avait besoin de toute une équipe, toute une organisation. Et ce que permet ce système, c'est en 3 clics, et en étant totalement autonome, de mettre en place ces formations sans difficulté. Côté technique, on met en avant la simplicité de mise en place et la sécurisation de la procédure. On déploie en fait sur un serveur virtualisé directement hébergé au niveau du CHU ou de la structure. Et en fait, tout est sécurisé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se connecter sur un flux sans avoir l'accord, l'avis du chirurgien qui opère, au niveau RGPD, au niveau sécurité des données. Et donc de ce fait-là, on sécurise l'ensemble des communications du système. C'est assez simple en fait comme matériel à déployer parce qu'il permet de connecter du matériel multimarque en utilisant les formats vidéo standards et facile à déployer parce qu'il suffit d'un simple petit logiciel installé sur
sur les PC pour après relire un flux vidéo dans les salles de conférence par exemple. Assistance au bloc, conseils durant les consultations, formation, les usages de cet outil sont multiples et devraient continuer de se développer de manière exponentielle. Merci beaucoup pour ce reportage qui est vraiment impressionnant et intéressant. Je pense que c'est une excellente introduction, à moins que vous ayez des recommandations, mais pour l'exposé suivant concernant le transfert d'images et l'analyse à distance des images, quelles qu'elles soient. Voilà. Donc, merci. Donc, Viseur en fait développe une plateforme collaborative qui permet de régler le problème qu'aujourd'hui les chirurgiens ont beaucoup de mal à accéder aux examens des radiologues. Aujourd'hui, donner un CD-ROM n'a plus aucun sens. Et les examens sont de plus en plus lourds, de plus en plus sophistiqués, avec différents formats, c'est compliqué. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé, c'est comme une sorte de PACS, c'est dans le cloud. Donc c'est multi-cloud, ça marche chez Azure, ça marche chez Orange Flexible Engine, c'est HAS. Et donc l'idée, c'est une plateforme, donc on est en mode web, il n'y a pas d'application à télécharger, c'est instantané, vous accédez à l'examen instantanément, il n'y a pas de temps de chargement, donc voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre des labels, naviguer à l'intérieur avec votre souris. Donc là, c'est vraiment ce qu'on fait tous les jours. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que je vois là, je vais pouvoir inviter des collaborateurs. Donc je vais pouvoir envoyer un lien à des collaborateurs pour qu'ils puissent voir la même chose que moi, mais dans des axes différents. Donc voilà ce qui se passe. On a un collaborateur qui est à distance. Il va se connecter, il va rejoindre la session. Donc soit je lui envoie un lien, soit il se connecte sur son compte. Voilà. Et quand il va se connecter, il va voir qu'il y a une session ouverte. Donc il va cliquer sur la session. Là, on le voit en bas à droite. Voilà, il va rejoindre la session. Voilà. Et une fois qu'il a rejoint la session, on est sur deux sessions. Enfin, on est sur la même session, mais on voit que la caméra de l'un se voit sur celle de l'autre. Donc on sait exactement où se positionne chacune des personnes. Là, quand on se met en mode, vous voyez, on voit la caméra sur la gauche, on voit la caméra de droite. Là, quand je bouge, c'est vraiment instantané. Il n'y a pas de latence. Donc ça, c'est pour ce que tout le monde sait faire aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez tous un ordinateur, vous avez tous un téléphone portable. Et là, ensuite, je vais rejoindre la session maintenant avec un téléphone portable, donc qui est l'équivalent de celui-ci, vous allez voir. Donc, on va dans 5 secondes, là, vous voyez. Donc là, d'abord, il y a la navigation qui est indépendante. On voit bien sur la fenêtre de gauche la position de caméra, la navigation. C'est très très fluide. Donc on a l'identification de tous les organes qui viennent donc du radiologue. Voilà. Et ensuite, on a ce chargement sur un téléphone portable. Donc là, c'est le format téléphone portable. Voilà. Donc je rejoins la session, pareil. Voilà. Donc on voit une troisième personne dans les deux fenêtres du haut qui vient d'arriver. Voilà. Et on voit effectivement que donc je suis avec le téléphone portable, je suis en mode rate augmenté. C'est-à-dire que je vais me déplacer avec mon téléphone comme ça. Et je vais pouvoir, par exemple, montrer une voix d'abord, préciser un organe. Et donc, sur les autres vues, on voit la position de caméra de la personne. Mais on peut aussi aller attraper la position de caméra. Voyez, et du coup, tout le monde voit la même chose au même moment. Donc ça, c'est du calcul qui est très sophistiqué. C'est des fichiers qui sont vraiment très très lourds. Mais comme c'est calculé à distance, il n'y a aucun problème pour pouvoir lire la même image. C'est pas dépendant du calcul de votre terminal. Voilà, ça peut marcher sur n'importe quel téléphone portable, n'importe quelle tablette, et donc c'est massivement collaboratif. Donc nous, en fait, on utilise déjà ça dans plein d'autres domaines. Le ministère péruvien de la Culture leur a accordé l'autorisation de réaliser. On l'utilise déjà dans plein d'autres domaines. Sur la défense, là on va parler d'archéologie. Donc là c'est la même chose que pour la chirurgie. Je vais regarder à l'intérieur d'un fardeau, vous voyez. Donc là le fardeau, on va le passer au scanner, donc comme un patient régulier. Afin de créer des hologrammes je ne veux pas ouvrir le fardeau. Ou si je dois intervenir, je dois être le moins invasif possible. Donc forcément, donc je passe l'image au scanner. Et une fois que je l'ai passé au scanner, je vais utiliser des technologies nouvelles, donc ça s'appelle HoloLens. Donc ça c'est la version 1 qui a déjà 3 ans, qui est déjà utilisée par les archéologues et par l'armée américaine aussi. Ils ont acheté 100 000 casques. De la version 2 qui est présentée à Vivatech aujourd'hui. Donc la version 2 est plus légère, elle est beaucoup plus adaptée. Et là, du coup, on a vraiment la sensation de visualiser à l'intérieur de l'examen. C'est-à-dire qu'on a recalé l'objet dessus, on est précis au demi-millimètre. Voilà, alors là c'est simple parce que ça ne bouge pas, c'est statique.
Et nous, maintenant, l'enjeu, c'est de travailler sur des organes mous, donc des choses qui bougent en permanence, puisque le patient, il est vivant, évidemment. Donc, on doit encore travailler sur la partie recalage sur des organes mous. Mais ça vous donne une idée de ce que c'est que le collaboratif, parce que là, on est effectivement à plusieurs sur le même examen, et le calcul est fait à distance. L'avantage du calcul à distance, c'est que ça consomme très peu de ressources. Vous ne videz pas la batterie de vos téléphones portables ni de vos lunettes. C'est hyper sécure parce que l'examen n'est pas transféré d'un point à l'autre. Il reste dans le cloud. Et la définition d'image est vraiment surprenante. Si vous voulez tester ce genre d'expérience, vous venez au Quai Branly. Quai Branly, j'utilise ça depuis un moment. On travaille que depuis 10 ans, mais ça fait 2 ans qu'ils utilisent ces méthodes non invasives et qui sont très proches de celles des chirurgiens aujourd'hui, qui consistent à comment je visualise un volume sans être invasif et puis avec une précision de bonne qualité. La plupart du temps, les startups, ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent les images, elles les modélisent de voxels, donc de volume, en surface, et comme le fichier est trop gros, ils le réduisent. À la fin, ça ne ressemble plus à rien. C'est très bien pour l'éducation, comme Visible Patient par exemple, mais pour le quotidien, vous ne pouvez pas passer à côté d'une artère qui aurait été supprimée pour des raisons de taille de fichier. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait chez Visua. C'est cette plateforme, donc elle est déjà accessible. Donc en fait, c'est un abonnement. Les chirurgiens, on a des chirurgiens aujourd'hui qui prennent un abonnement. Ensuite, ils remontent leurs examens de radiologie directement sur la plateforme, ou le radiologue l'envoie directement du cabinet de radiologie sur le compte Visua du chirurgien. Et là, il peut regarder en 3D l'examen et partager le lien avec n'importe qui. Il n'y a aucune connaissance à avoir d'un point de vue informatique. C'est très simple, c'est juste un clic. Voilà. Il n'y a pas à savoir ce que c'est qu'un DICOM, ce que c'est qu'un format de fichier, ce que c'est qu'une carte graphique, un driver pour mettre une carte graphique sur un PC. Non, tout ça n'existe plus, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Pour les startups, en revanche, qui veulent développer des applications au top de ça, on a des librairies API et SDK qui permettent de développer des applications pour faire de la formation, de l'éducation ou planification chirurgicale et chirurgie guidée au final. Voilà. Merci beaucoup, on est bluffé, on est vraiment bluffé par la technologie, le numérique, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a déjà des centres qui sont équipés, des centres de santé qui sont équipés de cette technologie Visua? Oui, alors il y en a quelques-uns, mais c'est en mode recherche parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de problèmes de FDA et des choses comme ça. Il y a des gens qui l'utilisent aussi pour produire des modules de formation. Donc c'est assez récent parce que les technologies cloud, comme Amazon, Microsoft ou Orange, sont des technologies relativement récentes, donc nécessitent des connaissances qui sont relativement récentes. Donc on est vraiment au tout début. Donc on n'est pas vraiment en retard. Dans le monde, il n'y a pas de société américaine qui soit en avance sur nous. Au contraire, ils pensaient même être en retard par rapport à la France. Donc c'est vraiment une fenêtre sur le futur que vous voyez aujourd'hui. Nous, nos clients aujourd'hui, ils viennent plutôt du monde du bâtiment, de la construction, du CAD, du design, du retail, de la défense, très peu dans le médical, mais c'est challengeant pour nos équipes techniques. Donc on a des partenariats avec les universités, notamment au Québec avec le CRCHUM de Montréal, mais aussi d'autres universités comme à Paris et en province aussi. Voilà. Quand on parle de cloud, on est très inquiet sur la confidentialité des données. Qu'est-ce que c'est comme barrière? Je vais vous donner un exemple. Moi, en 90, j'ai monté un logiciel de gestion de comptabilité avec l'ancien directeur de Ciel pour avoir sa comptabilité en ligne. Tout le monde disait hors de question de mettre ses chiffres en ligne. Aujourd'hui, tout le monde consulte sa banque là-dessus. Donc c'est juste une question de temps. Le cloud, c'est secure. Aujourd'hui, les hôpitaux ne sont pas des établissements spécialisés en informatique. Okay, les musées non plus. Donc quand vous avez beaucoup de données à traiter, c'est un gouffre financier parce qu'en fait il faut mettre à jour les ordinateurs, il faut maintenir, il faut le support. Donc c'est des gens qui sont compétents, il faut prendre des sociétés extérieures. On n'a aucune visibilité sur ce qu'ils font vraiment. Ça reste une boîte noire. Donc c'est quelque chose vraiment à bannir, le stockage chez soi. Et au final, c'est beaucoup plus secure dans le cloud. Aujourd'hui, les infrastructures sont quand même assez robustes. Nous, l'avantage, c'est que le dossier final est toujours gardé à l'hôpital. Nous, ce qu'on traite, c'est des données de calcul qui n'ont rien à voir avec les données de départ. Donc certes, ce sont les données du patient, mais ce sont des données de calcul. Même si elles étaient volées, c'est une purée d'octets, n'a aucun sens. C'est même pas crypté, c'est juste c'est de la purée d'octets, c'est du calcul, quoi. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup. Je crois que juste pour le mot de la fin, je me permets de faire la conclusion.
on est en train de donner une importance extrêmement grandissante à toutes les technologies de l'image. Au début, c'était un des éléments de la chaîne de la stéréoscopie. Maintenant, c'est vraiment la qualité de l'image va devenir un standard. Le ministère est en train de s'intéresser à l'équipement minimum nécessaire pour l'exercice de différentes activités chirurgicales. Je pense que la qualité de l'image et la possibilité d'avoir accès à un recours extérieur d'une façon ou d'une autre, quelle que soit la technologie, ça va faire partie des standards qui seront obligatoires demain, peut-être pas demain, mais après-demain, mais qu'on y arrive tout de suite et qu'il faut vraiment s'y intéresser. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. Merci à vous.